Rebonjour, bonjour à vous si vous nous rejoignez cet après-midi au Forum des territoires positifs. Merci d'être avec nous présents à La Rochelle. On va continuer aujourd'hui et cet après-midi à parler des territoires positifs, du développement durable. Et pour commencer cet après-midi, nous allons écouter un éclairage, celui d'Isabelle Autissier, éclairage qui s'intitule Péril écologique, comment sortir du déni. Alors Isabelle, vous pouvez nous rejoindre. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, accueillez-la chaleureusement. Vous le savez, Isabelle Autissier est ingénieure agronome, marin de course au large, animatrice radio, écrivaine, présidente d'honneur de WWF. Et elle vient notamment de publier Le naufrage de Venise, paru chez Stock, un roman qui alerte sur les submersions possibles et imminentes de certaines grandes villes. Je vous propose tout d'abord de vous lire une phrase qui est dite par un de ces personnages. Nous avons péché par orgueil en pensant réussir à tout maîtriser. Il y a des siècles, avec peu de connaissances, ce pouvait être excusable, mais aujourd'hui, c'est imbécile. Je vous laisse écouter Isabelle Autissier, Comment sortir du déni. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, je revendique tout à fait cette petite phrase. Le déni, c'est une question qui me travaille beaucoup depuis pas mal de temps, en particulier depuis que j'accompagne, que je fais partie du WWF, parce qu'on a l'impression qu'on se bat et que ça avance pas beaucoup. Et si je reviens un tout petit peu en arrière, sur la question du climat, la création du GIEC, le groupe international d'études du climat, c'est 1988. Et depuis 1988, voilà, on a les chiffres de plus en plus précis, on a des projections de plus en plus précises avec aussi le résultat, en gros, qui pourrait se faire jour pour la vie des hommes et la vie des sociétés. Et on voit les choses changer à la lenteur d'une tortue, avec évidemment une petite accélération peut-être dans les dernières années, mais quand même, ça ne va pas du tout assez vite. Si dès que le GIEC avait commencé à nous alerter, on avait pris conscience des choses et qu'on avait commencé à évoluer, on ne serait pas aujourd'hui devant ce qui nous apparaît un petit peu comme un mur et ce qui nous fait tous un peu peur. Si je prends la question de la biodiversité, c'est à peu près la même chose. L'organisation que je représente, le WWF, depuis plus de 40 ans, mesure de manière précise les vertébrés sauvages sur cette planète. Et on a constaté que depuis 40 ans, eh bien, d'année en année, ça décroît et qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, on est à moins 60%, même un peu plus, de vertébrés sauvages sur la planète. Donc on est vraiment dans des questions d'extinction de masse de ces animaux, et on pourrait dire la même chose pour les plantes, pour les insectes, on a tous les éléments. Donc c'est vrai que c'est quand même assez préoccupant parce que tout ça dure depuis longtemps et il y a comme une espèce de procrastination généralisée. Et donc moi je me suis quand même interrogée sur pourquoi. Alors, si je reprends la question du réchauffement, on a eu un peu toutes les étapes. En gros, depuis 40 ans, au début, on nous a dit « Non, mais est-ce que vous avez réchauffement? Vous êtes bien sûr ?» Ce qu'un certain nombre de décideurs me disaient « Mais vous y croyez, vous, au réchauffement climatique ?» Je leur disais « Mais j'y crois pas, c'est pas une religion, c'est juste un constat, c'est de la physique. » Donc on a eu cette période. Après, on a dit, bon d'accord, ça se réchauffe, mais est-ce que c'est bien l'homme qui est responsable? Après tout, c'est peut-être les comètes, les planètes ou que sais-je. Vous vous souvenez de tous ces débats sur les fameux climato-sceptiques? Après, on a dit, bon d'accord, c'est la faute de l'homme, mais moi c'est pas ma faute, moi j'y peux rien. Moi je suis un petit individu, et puis même si je suis dans une organisation, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute aux grandes entreprises, c'est la faute aux États, c'est la faute à je sais pas qui. Et puis on a eu aussi une façon de dire, oui mais moi je peux pas changer, je peux rien changer à mon mode de vie, c'est pas possible. Il me faut quand même, voilà, moi en tant que personne, il me faut ma petite automobile, il faut que je puisse être un t-shirt à la maison, il faut que je puisse aller en vacances n'importe où en avion, même passer un week-end aux Baléares, il faut que, voilà. Après on nous a dit, mais
les entreprises, ce n'est pas possible, parce que vous vous rendez compte, la compétitivité internationale, si on commence à tenir compte de tout ça, ça ne va plus marcher. Et puis les États nous ont dit, non mais c'est pas possible, parce qu'on est dans la réelle politique, là, on est quand même dans des sujets où on parle de grands marchés internationaux, de grands équilibres internationaux. Enfin, voilà. Donc toutes les bonnes raisons, on nous a avancé un peu toutes les bonnes raisons, et donc pour être positif, parce qu'on est quand même là pour parler d'économie positive, donc aussi quelque part de pensée positive, il faut d'abord essayer de décortiquer le pourquoi de cette forme de déni. Je crois qu'il y a d'abord quelque chose d'assez, comment dire, peut-être d'assez humain, où on est peut-être tous un peu pareils. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve, même si la situation d'aujourd'hui n'est pas complètement top. Celle de demain, si on fait autrement, qu'est-ce que ça va être? Donc il y a une espèce d'inquiétude, on va dire, un peu de fond. Et tant qu'on n'est pas impacté de manière forte, j'allais dire presque dans sa chair, il est urgent d'attendre et ma foi, on verra ce qu'on verra. Donc évidemment, ça c'est... Quand on le prend comme ça, c'est difficile de l'adresser, mais il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est justement comment est-ce qu'on sort, comment est-ce qu'on va vers une vision positive du changement. Au fond, je crois que c'est vraiment là la question. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, souvent, et merci d'être dans l'écologie positive et dans l'économie positive, mais en gros, quand même, on nous dit, mais le changement, c'est triste, ça va nous empêcher de faire des choses, ça va nous retirer des choses, c'est punitif, hein, la fameuse histoire de l'écologie punitive, qui est personnellement une sorte de façon de voir les choses que je hais profondément, parce que, de fait, à ce moment-là, on ne fait plus rien, et c'est parfaitement faux, puisque aujourd'hui, ce qui est punitif, c'est de ne pas faire d'écologie. C'est de laisser les choses se dégrader en disant, advienne que pourra, on verra où on en est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 50 ans, en sachant qu'on va quand même vers des désordres croissants. Donc ça, c'est terriblement punitif de se dire que, si on risque d'aller vers des raréfactions d'un certain nombre de choses, on risque d'aller vers un encadrement beaucoup plus sévère, on risque d'aller... parce qu'on n'aura plus le choix. Et que, évidemment, les changements, quand on les désire et qu'on les construit, c'est bien. Quand ils vous sont imposés de l'extérieur, c'est moins bien. Et si on ne fait rien, bien sûr, ces changements inévitables nous seront imposés de l'extérieur. Et je crois que la question, c'est justement de construire ensemble cette vision positive du changement. Et de se projeter mentalement, ce qu'on ne fait sûrement pas assez. On nous a beaucoup, et je le dis parce que j'y ai aussi participé, je dirais entraîné à penser catastrophe. Hein, on a tous entendu, voilà, le dérèglement climatique, c'est la montée des eaux, c'est la stérilisation des terres, c'est les réfugiés climatiques, c'est les feux incontrôlables, c'est voilà. Ce qui est vrai. Ce qui est tout à fait vrai, il ne faut pas se le cacher. Ça fait partie des choses qu'on commence à expérimenter aujourd'hui, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais ça joue, c'est-à-dire, entre guillemets, sur un seul registre, qui est le registre de l'anxiété sur l'avenir. Et on ne peut pas que agir sur l'anxiété. Dans la vie de tous les jours, on agit peut-être parce qu'on a peur, entre guillemets, du bâton. Hein. Si vous respectez les limitations de vitesse, c'est parce que vous avez peur d'une amende, peut-être. Donc ça peut jouer. Mais l'essentiel de notre façon de nous gouverner nous-mêmes, c'est quand même d'aller vers le positif. Et de se dire, si je fais ça, ma vie va être mieux, ou la vie de mes enfants, ou de ma famille, ou peu importe, va être mieux que si je ne le fais pas. Donc je crois que c'est vraiment important de construire ensemble, d'avoir ce récit collectif sur le mieux. Je crois que, pour prendre des exemples un exemple un peu trivial, pardonnez-moi, mais c'est pour me faire mieux comprendre. Quand on dit que dans une ville, on va enlever la voiture pour mettre des vélos,
Alors, si on le dit comme ça, on dit non, mais c'est pas bien, on va enlever les voitures, mais moi je veux pouvoir aller en voiture parce que j'aime bien ma petite voiture et j'aime bien me garer où je veux avec ma petite voiture. Et quand on dit, bah, on va favoriser le vélo parce que finalement, dans 95% des cas, faire 1 kilomètre à vélo, c'est meilleur pour la santé, ça fait bouger un petit peu, c'est meilleur pour le porte-monnaie, globalement ça coûte moins cher, c'est meilleur pour la convivialité, parce que franchement, là, moi j'arrive de chez moi en vélo, je trouve ça super, je traverse les parcs, j'arrive sur le port, des fois je peux m'arrêter quand je croise un copain, tailler une petite bavette, enfin voilà, il y a un côté... Donc finalement, ça c'est le récit positif parce qu'il est réel, parce que réellement, moi je me sens mieux à être en vélo dans La Rochelle que si j'étais venu en voiture, j'aurais fait le grand tour, j'aurais eu l'impression de perdre mon temps au feu rouge, j'aurais dépensé de l'argent. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment cette vision-là qu'il faut qu'on développe et qu'il faut qu'on partage, surtout les changements écologiques. Alors, ils sont évidemment d'ordre extrêmement différent. La deuxième façon, à mon avis, de sortir de ce déni, c'est de s'ouvrir des portes. J'ai parlé du vélo, mais il y a 1000 façons de changer. Et on n'est pas tous prêts à commencer par la même chose. Et donc, on peut très bien, voilà, une famille, un individu, une collectivité, une entreprise va commencer à travailler sur un certain nombre de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions à la fois. Hein. On n'est pas, j'allais dire qu'on n'est pas câblé pour ça, mais aussi on a une énergie limitée. Donc, on va commencer sur des terrains qui peut-être nous sont plus familiers ou qui peut-être nous impactent plus personnellement. Et puis à partir de là, après, on va tirer la pelote et puis on va élargir notre champ de vision, on va rencontrer des gens avec qui on va partager des choses et ça va être extrêmement positif d'aller sur un chemin, au fond de jamais s'arrêter, de se dire bon, voilà, je vais faire ça comme ça et puis après terminer, c'est bon. Non, on est toujours sur un chemin, on s'ouvre à d'autres problématiques et comme ça, on avance petit à petit. Il y a une chose qui pour moi est essentielle, c'est de faire les choses ensemble. Et c'est une réponse, moi je fréquente beaucoup en particulier une jeunesse qui aujourd'hui est légitimement très inquiète et en partie atteinte de ce qu'on appelle la solastalgie. La solastalgie, c'est quoi? C'est cette tristesse ou cette dépression qui naît de la disparition de choses qui nous importent. Alors pour certains, ça va être la disparition des oiseaux dans les champs ou ça va être la disparition... Voilà. Et tout ça crée oui, un profond sentiment de tristesse et le sentiment qu'on n'y peut rien, qu'on est tout seul face à ça, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est perdu et que finalement, voilà, il n'y a pas d'issue, quoi, parce qu'on se sent tout seul. Et donc dans ces cas-là, moi je propose à tout le monde évidemment de se battre pour au contraire éclairer l'avenir, parfois se battre contre aussi certains groupes qui peuvent avoir des intérêts à garder les statu quo, mais aussi se battre surtout pour un certain nombre de choses et de le faire ensemble. Nous ne trouverons les solutions qu'ensemble. Nous ne trouverons pas les solutions en restant chacun dans un petit coin. Même quand nous faisons les choses individuellement, elles impactent et elles comptent parce que nous sommes nombreux à les faire. Je vais prendre un autre exemple aussi un peu trivial, pardonnez-moi, mais il y a une petite dizaine d'années, quand l'alimentation bio a commencé à se développer, c'est des gens individuellement qui ont décidé que c'était meilleur pour la santé ou que c'était meilleur pour le goût, qu'ils avaient envie de faire ça. Mais qu'est-ce qui a profondément marqué et pourquoi on trouve aujourd'hui du bio dans toutes les grandes surfaces? C'est parce que nous avons été très nombreux à faire ça et qu'au bout d'un moment, la masse de gens qui ont décidé de déplacer leur mode d'alimentation a créé une réponse politique, une réponse économique et donc a fait masse et on n'était pas tout seul. On était nombreux à faire les choses. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Et puis, dans ce chemin collectif,
il y a cet aller-retour permanent entre soit avec ses angoisses et ses propositions et ses idées, et puis le groupe. Et le groupe, à la fois, sert de soutien, de support. On partage des idées, on partage des actions. Donc c'est plus agréable évidemment que d'être tout seul dans son coin. Et puis on s'alimente des deux côtés. C'est-à-dire que soi-même, on peut amener des contributions, et puis on a aussi des idées du collectif qu'on se dit, bah tiens, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé aux choses de cette manière-là. Donc moi, je pense que pour sortir du déni, il y a à la fois le côté individuel de chacun d'entre nous de se dire, j'y peux quelque chose, ce sera mieux après qu'avant, et je peux commencer à me mettre sur un chemin pour changer les choses. Et puis il y a l'aspect collectif, tous ensemble, on a le pouvoir de faire évoluer un certain nombre de choses, chacun à sa place. C'est comme dans un équipage. Dans un équipage, quand vous faites une compétition sur un bateau à voile, il y en a un dont le boulot, c'est d'envoyer les voiles d'avant, il y en a un qui est le barreur, il y en a un qui s'occupe de gérer la grand voile, et chacun à sa place, parce qu'on est coordonné et qu'on fait les choses bien ensemble, eh ben on peut espérer faire avancer le bateau vite et peut-être gagner la réglade. Donc chacun à sa place, parce qu'on est citoyen, parce qu'on est père et mère de famille, parce qu'on est dans une entreprise, parce qu'on est dans une association, à tous les niveaux où on existe collectivement dans un groupe, on peut jouer à ce jeu-là, on peut amener des choses, on peut raconter des choses différentes à nos enfants et aller voir les écoles pour que la cantine soit plus bio, on peut, dans une entreprise, interroger d'une manière générale les buts de l'entreprise, mais aussi les pratiques et proposer des pratiques différentes. Évidemment, quand on est une collectivité, on a la responsabilité de mettre tout ça en musique. Donc voilà, donc je crois que il n'est jamais trop tard pour sortir du déni. Moi, souvent aussi, on me demande qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va y arriver? On dit, mais je ne suis pas Madame Irma et je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est ce qu'on appelle le choix sans regret. C'est-à-dire que le fait de s'investir dans le changement, ça n'est que positif. Vous ne me trouverez pas une raison pour laquelle s'investir dans le changement pourrait être négatif. C'est faire marcher notre tête, c'est inventer des technologies, c'est utiliser celles qui existent, c'est être dans l'action collective, c'est être dans une forme d'épanouissement parce qu'on contribue. Donc voilà, en gros, et puis c'est surtout répondre aux grands défis de ce siècle, puisque voilà, maintenant je pense que ça, au moins, c'est une idée qui est passée, c'est que le défi du XXIe siècle, c'est bien de répondre à ces questions majeures que sont comment est-ce que l'espèce humaine arrive à vivre en harmonie avec cette planète, comment est-ce qu'on peut habiter dans la maison sans détruire les fondations de la maison, et comment est-ce qu'on peut créer entre nous, les êtres humains, aussi la solidarité indispensable pour que tous bénéficient des changements et des évolutions et qu'il n'y ait pas ceux qui s'en sortent bien et puis ceux qui seraient éventuellement sacrifiés à un certain nombre de désordres ou d'inégalités. Donc voilà, donc je crois que c'est possible, c'est de plus en plus possible parce qu'on est de plus en plus, parce que le niveau de questionnement a évidemment augmenté. J'allais dire malheureusement. En tout cas, il a augmenté. Mais voilà, je pense que c'est vraiment indispensable et qu'on a tous les clés. Et donc maintenant, il faut qu'on pousse la porte collectivement. Voilà, merci.